Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie d'Éric, de recevoir un invité que vous connaissez déjà bien maintenant, en la personne de François Martin, qui est géopoliticien, journaliste, essayiste, entre autres choses, auteur de La France dans le chaos du monde, le chaos du monde, donc en sous-titre, et cela aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et c'est un livre tout frais paru en février dernier, donc il y a quelques jours. Et nous allons aborder le thème suivant: Trump empêchera-t-il la guerre mondiale? Cher François Martin, bonjour. Bonjour mon cher. Et nous allons parler de votre chef-d'œuvre qui est le dernier en date d'une série. Vous en avez fait au total 3, donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Oui, c'est ça. Et vous poursuivez un cycle de réflexion, justement, sur ce qu'on pourrait appeler le déclin de l'Occident et la transformation des relations internationales, avec notamment la montée des BRICS et le remplacement d'un monde unipolaire qui était centré autour des États-Unis par un monde multipolaire. Alors évidemment, oui, c'est exactement ça. Alors tout c'est ça, exactement ça. tout Avec au cœur de tout ça, une réflexion, c'est et la France. Et la France, Oui. c'est ça, car vous avez une fibre patriotique extrêmement vigoureuse. Oui, comme vous, cher ami. et donc, vous organisez votre réflexion avec le souci permanent du devenir français. Voilà. Et en posant, vous êtes un de ces penseurs qui sème les graines du renouveau intellectuel, moral, spirituel, etc. Voilà. Mais lesquelles graines ne peuvent être posées que sur la reconnaissance de la réalité. Non pas sur le rêve, mais sur la... C'est pour ça qu'il est très important de passer beaucoup de temps à faire une analyse réaliste de ce qui se passe dans le monde, et c'est seulement à partir de là qu'on peut se dire et nous dans tout ça. C'est l'approche du général de Gaulle d'ailleurs, et oui. C'est la vôtre. Voilà. C'est ça. Même s'il peut y avoir des divergences des fois, parce que l'important, c'est pas la réalité, c'est les scénarios que l'on peut tirer de cette réalité. Évidemment, une analyse de la réalité, aussi rigoureuse soit-elle, peut amener à diverses sortes de scénarios. Donc, on peut parfaitement diverger, mais l'important, c'est d'être honnête dans son appréciation des choses. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et le général de Gaulle disait souvent: on ne fait de bonne politique qu'avec les réalités. Et, voilà. Et c'est vraiment l'esprit de votre œuvre. Et donc, on peut dire que c'est un esprit gaullien. Exactement. Et effectivement, l'actualité internationale est préoccupante, il faut bien le dire. Très. Parce qu'effectivement, notamment le dossier iranien est de plus en plus chaud. On voit que Trump mobilise une énorme force militaire, oui, qui a pour vocation première dans l'esprit de Trump d'impressionner suffisamment les Iraniens, oui, pour qu'ils viennent à ses puissances et acceptent de signer un accord qui permette à Trump de dire: bon, eh bien, l'affaire est close. C'est ça. Les porte-avions s'en vont. La paix revient. Et est-ce que, à votre avis, au stade actuel, un arrangement est encore possible, étant donné les conditions drastiques émises par Washington? Et à votre avis, est-ce qu'il va y avoir un arrangement? Alors,
D'abord, je vais dire que globalement, je le pense, mais je veux simplement corriger un petit peu ce que vous avez dit en disant qu'ils cherchent à impressionner les Iraniens. En réalité, ils ne cherchent pas à impressionner que les Iraniens, ils cherchent à impressionner tout le monde. Oui, oui. Ils cherchent à impressionner Israël, de façon à ce que Israël soit pour l'instant, je dirais, dans l'antichambre ou sur le strapontin et lui en première ligne. Ils cherchent à impressionner les Occidentaux pour dire c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Ils cherchent à impressionner les indécis des midterms, si on va en reparler, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important. Confère le discours sur l'état de l'Union dont on a peu parlé, et qui, à mon avis, me paraît essentiel dans cette stratégie. Enfin, ils cherchent à impressionner non seulement les Iraniens, mais également les autres. Et d'ailleurs, je pense que c'est les Iraniens qui sont ceux que par ailleurs, peut-être, ils impressionnent le moins dans cette affaire. Voilà. Voilà. Mais, ceci étant dit, la deuxième partie de votre question, à savoir, est-ce qu'un accord est possible? Je pense pour ma part que oui, je l'ai pensé depuis le début, pour un certain nombre de raisons que je rappelle, qui sont trois raisons principales. Et après, je donnerai les indices qui me laissent à penser qu'on va peut-être vers cet accord, qui n'est pas certain, qui n'est même pas extrêmement probable, mais qui me semble être celui qui a une certaine logique, je dirais. Alors, c'est les trois différent. raisons, oui. Alors, les trois raisons. L'une de ces raisons, c'est le fait que les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans ce conflit, dans une situation qui est extrêmement désagréable. D'abord parce que l'Iran est un pays qui fait deux fois la France, 91 millions d'habitants, donc il ne s'agit pas de battre un petit pays, c'est pas... voilà. C'est même 3 fois la France, même, je crois que c'est... Oui, oui, 2 millions de kilomètres carrés, je crois. Donc ça fait peut-être La 4 fois la France, c'est France. 550 000 km². Oui, c'est ça. Donc ça fait 4 fois la France à peu près, de C'est mémoire. pratiquement la surface quasiment de l'Europe de l'Ouest, en fait, presque. Voilà, c'est ça. Donc vraiment un régime qui a 6000 ans d'âge, qui est structuré par trois structures. L'une structure qui est, j'appellerais ça démocratique, avec un président élu. Une structure qui est celle des mollahs. Et une structure qui est extrêmement solide et qui tient aussi bien le militaire que l'économique, que le balistique, que le marché noir, et qui est issu, je dirais, de la grande guerre héroïque contre l'Irak que l'Iran a fini par gagner après d'innombrables souffrances. Donc, d'abord, c'est pas juste un petit morceau comme ça, mais je dirais, c'est pas ça qui me paraît être la situation la plus dangereuse pour les États-Unis, mais c'est le fait qu'ils se trouvent en tant qu'entité directe en face de ce qu'on appelle un proxy, qui est un mot qui n'est pas un très joli mot, mais que j'emploie parce qu'on l'emploie habituellement, parce que en fait l'Iran agit là en grande partie, je dirais, pour le compte de la Chine, parce qu'il représente un intérêt pour la Chine important, puisque une bonne partie du pétrole et des biens sont envoyés à destination de la Chine. Donc, on sait très bien que cette guerre, en fait, entre les États-Unis et l'Iran, est en réalité une guerre entre les États-Unis et la Chine. Mais lorsque vous êtes en guerre comme ça, il est toujours extrêmement utile et important de se faire protéger, je dirais, par un proxy, parce que si les deux proxys se battent, si votre proxy se fait battre, vous ne perdez pas la face. C'est lui qui perd la face, mais c'est pas grave parce que c'est un proxy, mais vous ne perdez pas la face. Tandis que quand vous êtes en première ligne contre un proxy, si vous frappez le proxy, on va dire bon, ben, c'est normal, ils bombardent l'Iran, c'est les États-Unis. Mais si les Iraniens coulent un bateau, même pas d'ailleurs un porte-avions, mais même un destroyer ou Une une frégate, frégate, oui. on dira ben, les Américains ont perdu la face parce qu'ils se font couler un bateau par un pays qui est beaucoup moins puissant qu'eux.
Donc, le fait d'être en direct face à un proxy, ça multiplie le danger, je dirais, médiatico-politique. De même, si les Iraniens se mettent à bombarder les bases américaines en Irak ou au Qatar et qu'ils tuent une cinquantaine ou une centaine de soldats, ça sera considéré comme beaucoup plus grave que si les Américains se mettent à taper sur l'Iran et tuent un millier de personnes. Donc, je dirais que cette configuration spécifique entre un grand pays stratégique d'un côté et un proxy de l'autre est déjà très dangereuse pour les États-Unis. Et je pense que c'est une des raisons des réticences du chef d'état-major des armées américains qui dit, il dit pas faut pas y aller, mais il donne un certain nombre de raisons. Il y en a une autre, le fait que le chef d'état-major des armées fait remarquer qu'ils n'ont plus d'armes, ou très peu, donc ils ne sont pas en mesure de faire une guerre longue. Ça, c'est à cause de tout ce qu'ils ont donné à Israël et puis et d'autre part À l'Ukraine. à l'Ukraine. Je rappelle que une entreprise comme qui est celle qui fabrique les missiles Patriotes n'en fabrique que 550 par an. Alors 550, c'est vraiment très peu, donc ils seront vite au bout de leurs possibilités. Et ça tient au système d'armement américain avec des entreprises qui livrent peu, tard et qui mettent très longtemps à fabriquer. Donc voilà. Donc en gros, c'est la situation proxy contre les États-Unis, et les Iraniens ne se sont pas privés de leur dire on pourrait bien vous couler un bateau. Voilà, ça c'est donc un des premiers points. Un autre point, c'est la situation régionale. Parce que je rappelle que dans le document de sécurité nationale, qu'il faut toujours avoir lu, les États-Unis disent que cette région n'est plus stratégique pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de pétrole, ce qui est vrai, mais que par ailleurs, ils pensent qu'elle doit devenir une zone d'enrichissement, etc. Donc évidemment, ceci ne peut pas se faire si jamais le conflit devient régional et que les États-Unis et que les Iraniens se mettent à tirer sur les intérêts américains dans la région, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au Qatar et surtout en Arabie saoudite. Alors, d'une façon très maligne, les Iraniens ont dit la guerre sera régionale, non pas, je pense, parce que les Iraniens ont envie de taper sur l'Arabie saoudite puisqu'ils sont réconciliés, en tout cas en partie, sous l'égide des Chinois avec le traité de Pékin. Je crois que c'est le traité de Pékin. Mais le fait de dire, ça permet à l'Arabie saoudite et aux pays du Golfe de dire aux Américains, surtout n'y allez pas, parce que vous allez mettre en cause notre développement à un moment donné où, après les promesses qui ont été faites, on s'en souvient, lors du voyage triomphal de Trump dans la région, à cette époque, où il promettait en gros une période de croissance et de développement extraordinaire. L'Arabie saoudite se trouve au milieu, et je pense un peu embourbée probablement par son plan de développement extrêmement ambitieux qui vise à faire passer le commerce non pétrolier de 10% à 50% de leur PIB, donc très important. Et puis, on sait très bien que si les Iraniens se mettent à taper sur cette région-là, plus personne ne mettra un centime. C'est la faillite de Dubaï,
c'est la faillite d'Abu Dhabi, c'est la faillite de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, ces pays-là ne veulent pas du tout que cette guerre ait lieu, surtout si elle est régionale. Euh, ils ont fait une chose tout à fait importante dont on ne parle pas assez, c'est qu'ils ont interdit leur espace aérien aux avions américains, ce qui est quand même un signe je dirais, politique extrêmement fort. Et les Iraniens ne sont pas privés là aussi de dire que la guerre serait régionale, donc ils allaient embraser toute la région. Donc ça, je dirais que c'est le contexte régional qui est très négatif, qu'il devrait pousser les États-Unis à ne pas se fâcher avec leur pays satellite, je dirais, de la région, de satellite ou au moins leur pays allié. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, qui est évidemment le plus important de tous, c'est les midterms, puisque si Trump cherche à faire des actions d'éclat aujourd'hui pour essayer de montrer qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus beau et qu'il faut que les Américains votent pour lui au moment des midterms, il n'en reste pas moins que le fait d'attaquer l'Iran, c'est une ligne rouge, que la guerre des 12 jours, ou du moins l'opération Midnight Hammer qui avait été menée par les Américains à l'occasion de la guerre des 12 jours de l'année dernière, a été très mal perçue par son mouvement MAGA, et il ne fait aucun doute que s'il déclenchait une guerre contre l'Iran qui ne manquerait pas de bloquer le détroit d'Ormuz, peut-être de couler des bateaux, de tirer sur l'Arabie Saoudite, etc., et qui durerait des mois avec des morts, etc., ça serait très, très, très mal perçu par son MAGA. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, je pense que si Trump a du bon sens, je pense qu'il a du bon sens, il ne devrait pas y aller. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas dans une seringue, là, en quelque sorte? Parce que, justement, on se souvient qu'il a annulé le fameux JCPOA, l'accord nucléaire de 2015. En 2018, il l'a annulé. Bon. Et est-ce qu'il ne s'est pas piégé lui-même en faisant ça? Parce que là, les négociations, si elles aboutissent, elles conduiront à un accord qui sera le frère jumeau de celui de 2015, finalement. Vous avez absolument raison. Et c'était précisément ce que j'allais vous dire. Il risque au mieux, si les choses se passent bien, d'obtenir le même accord que l'accord de 2015. Eh oui. Ou si je me souviens bien, les Iraniens avaient obtenu un accord d'enrichissement à condition de ne pas atteindre les niveaux qui permettent un enrichissement à des fins militaires, et que je sache si leurs 400 kilos d'uranium enrichi sont enrichis à 60%, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout encore au niveau militaire. Alors il faut juste préciser une donnée technique, c'est qu'une fois qu'on est à 60%, je crois qu'ils sont à 67% précisément, le délai pour passer à 90% est très bref. C'est-à-dire que, oui, c'est très très bref. Il est beaucoup plus rapide de passer de 60% à 90% que de passer de 0% à 60%. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, le délai peut se chiffrer en jours ou en 2 semaines peut-être, ou 3 semaines. Mais... Il faudrait vérifier ce point. Non, mais je connais ça parce que j'avais écrit un livre sur l'Iran en 2007. Mais là où il y a des barrières techniques à franchir, c'est pas simplement l'enrichissement de l'uranium, c'est la mise au point du détonateur pour la bombe atomique, et c'est la miniaturisation de la charge nucléaire pour qu'elle puisse être mise au bout d'un missile. Tout à fait. Et donc là, il y a des étapes à franchir qui sont plus longues.
plus longue et plus technique. La partie la plus technique n'étant pas, Oui, étant d'après ce que, parce que j'avais eu l'occasion d'en parler avec des militaires à une certaine époque lorsque j'avais fait l'IHEDN, qui m'avaient dit la partie véritablement la plus complexe et la plus technique, c'est ce qu'on appelle la connectique, oui, c'est-à-dire la connexion entre la charge conventionnelle et la charge nucléaire. c'est ça. Ça, c'est très compliqué. Oui, Donc, enfin bon, toujours est-il que l'Iran s'était soumis précédemment à toutes les visites de l'AIEA possibles et imaginables, que Tulsi Gabbard, on se souvient l'année dernière au mois d'avril, avait indiqué qu'il n'y avait aucune preuve que les Iraniens avaient un programme militaire. Donc, ça veut dire que le système de contrôle jouait son rôle, je veux dire oui. ça comme ça. Alors, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas la situation de l'année dernière, mais ce à quoi pourrait arriver cette négociation, je pense que si les Iraniens ont dans l'idée le fait que les Américains pourraient lever complètement les sanctions et même participer à l'économie iranienne, puisque semble-t-il, ils leur ont proposé d'investir dans leur économie pétrolière, à ce moment-là, on peut penser que les Iraniens accepteraient une solution dans laquelle, au pire, leur uranium enrichi serait confié aux Russes qui les protégeraient, lesquels les Russes, comme on le sait, n'ont pas du tout envie que les Iraniens aient la bombe. Oui. En tout cas, je pense qu'il y a des aménagements possibles et je verrais assez bien les Iraniens aujourd'hui faire la pression en disant non, 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 non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais parce qu'ils espèrent qu'en lâchant, ils obtiendront quelque chose de plus en face, c'est-à-dire la levée des sanctions, la reconnaissance de la communauté internationale, etc., etc., etc. Donc, et l'autre élément donc, qui me paraît très important et dont on ne parle pas, et j'ai juste entendu une remarque de Rubio hier, je crois, à ce sujet, c'est que depuis le début des négociations, les Iraniens ont dit on ne touche pas à la balistique. La balistique, c'est exclu des Et négociations. elle Et est jusqu'à devenue présent, centrale, la balistique, et on l'a vu en juin dernier, pendant les 12 jours, parce que la missilerie iranienne, dopée par les gardiens de la révolution financièrement et techniquement, technologiquement, cette missilerie est devenue extrêmement redoutable. tout à fait. Et Israël en a fait les frais, Ben oui, avec des destructions assez impressionnantes, ben oui. qui ont été un avertissement. Et c'est pour ça que maintenant, Netanyahou met la priorité sur la balistique, encore plus Bien que sur sûr. le nucléaire maintenant. Ben bien sûr. Or, là, on voit se dessiner une sorte de fracture qui, à mon avis, n'a pas été résolue par la visite de Netanyahou la dernière fois, la semaine dernière, à Washington. C'est que si les Américains ont accepté, et c'est assez étonnant, jusqu'à présent, que la question balistique soit mise de côté et considérée comme intouchable par les Iraniens pour discuter uniquement, d'une part, de la question nucléaire et d'autre part, des possibilités d'investissement américaines en Iran, ça veut dire que quelque part, Netanyahou est un peu poussé de côté. Alors, Alors justement, attends, je vais juste ouais, terminer ma phrase en disant qu'on sait très bien que quand Netanyahou est poussé de côté, en général, il fait tout ce qu'il peut pour revenir. Donc, je voilà. ne veux pas dire que s'il est poussé de côté, il l'est définitivement. Mais en tout cas, ce qui se dessine aujourd'hui et ce qui serait, pour répondre à votre question, dans les choses possibles, ça serait un accord irano-américain sur le nucléaire qui s'arrête là où les Iraniens peuvent discuter et les Américains peuvent accepter, mais laissant la disponibilité de la dissuasion iranienne dans le balistique,
Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, pourrait arranger assez bien les Américains parce que ça leur permettrait de maintenir quand même un contre-feu aux volontés hégémoniques israéliennes, et ce qui pourrait être assez bien perçu également par les pays du Golfe, mais évidemment qui serait détestable pour la droite israélienne. Voilà. Ben Voilà un oui, mais peu ce que alors, je pense. Voilà. justement, les 12 jours en juin dernier nous ont instruits sur le phénomène suivant. Vous vous souvenez, cher François Martin, que à l'époque, il y avait des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça. Et sans crier gare, Israël a attaqué l'Iran, ce qui a eu évidemment pour effet immédiat d'interrompre les négociations Oui, américano-iraniennes. oui, Alors Trump a réagi en venant ensuite au secours, entre guillemets, des Israéliens par l'usage des B-2 et de la bombe GBU 57 de 13 ou 14 tonnes, oui. larguée sur 2 ou 3 installations nucléaires. 3 installations, mais Tro- pas la quatrième, vous et remarquerez. Hein. voilà, 3 installations. Et pour ensuite dire, bon, ça y est, l'affaire est close. Nous Voilà. avons bien endommagé, alors il a même prétendu, nous avons détruit le programme nucléaire iranien, donc Voilà. l'affaire est close. On peut d'ailleurs, je vous interromps une seconde, cher Laurent, se demander si, à l'époque, toute l'industrie nucléaire iranienne a été copieusement et parfaitement détruite. Pourquoi on discute Voilà, aujourd'hui de ça? oui, oui. Si c'était réglé à l'époque, donc Non, mais ça veut bien dire que là, il y a quand même une contradiction. Là, on hein. sait bien depuis par diverses expertises qu'en réalité, ces fameuses bombes GBU 57 qui atteignent 60 mètres de profondeur dans du béton et de la roche, ne pouvaient pas véritablement atteindre des installations qui pouvaient être à 90 mètres de profondeur dans la montagne, C'est et que ça. surtout, les, les Iraniens, semble-t-il, avaient évacué un certain nombre de centrifugeuses avant Voilà, c'est le ça. bombardement. Et car, Et ils se sont bien gardés de tirer sur la quatrième le quatrième centre oui, qui, lui, est co-géré avec les Russes. ouais, voilà, et voilà. Donc, Euh, il reste une Ça industrie sent nucléaire. la grosse arnaque. Et voilà, exactement. Il reste une industrie nucléaire iranienne encore. Et preuve en est qu'effectivement, comme vous venez très bien de le dire, les Washington veut finir le boulot en quelque sorte. Alors, Voilà. Mais qui effectivement, voudrait finir le boulot, en fait, c'est-à-dire faire la moitié du boulot dans l'esprit des Israéliens, faire la moitié du boulot, celle qui arrange les Américains, comme ça ils peuvent dire, ça y est, la menace est terminée, mais par contre, leur laisser la disposition du balistique, je pense que ça, de façon à rendre service aux autres, à freiner un peu les appétits israéliens et rendre service à l'ensemble de la région pro-américaine, je dirais, dans l'esprit d'un développement économique important, etc. Mais évidemment, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une fracture entre la droite israélienne et les volontés stratégiques américaines. Avec, si on peut rêver à la suite, une possible mise de côté de Netanyahou en faveur de personnes qui soient un peu plus souples, avec une politique moins mais oui, expansionniste, je pense. mais alors c'est là où réside, me semble-t-il, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, l'essentiel du risque, c'est que Netanyahou, qui de toute façon n'aurait plus rien à perdre, pourrait rééditer la manœuvre de juin dernier, c'est-à-dire prendre l'initiative d'ouvrir les hostilités avec l'Iran, en se disant de toute façon, Washington sera bien obligé de suivre. Donc, prendre l'initiative pour Tel Aviv de lancer
les chasseurs bombardiers sont des objectifs iraniens, et les missiles, etc. Et puis, évidemment, en retour, il y aurait une pluie de missiles iraniens sur Israël, ce qui serait très spectaculaire et aurait un effet émotif très puissant sur l'opinion publique américaine, car effectivement, les nombreux adeptes de la religion protestante modernisée que comptent les États-Unis, qui constitue une part importante de l'électorat, ne sauraient admettre que la terre biblique soit sous les missiles. Et à ce moment-là, Trump serait obligé de se mettre dans les pas d'Israël et de venir au secours d'un Israël sous les bombes. C'est possible. Il y a même une autre version qui est que si les États-Unis n'arrivent pas à trouver une solution avec l'Iran, et c'est, semble-t-il, ce qui est en train de se discuter actuellement, nonobstant toutes les autres raisons que j'ai expliquées avant, qui consistent à dire qu'il ne faut pas qu'il y aille, ça serait que plutôt que d'aller taper directement sur l'Iran, ce qui serait quand même, on peut bien le dire, tout à fait injuste, je dirais, considéré comme injuste par beaucoup de pays du monde, parce que après tout, l'Iran a le droit de disposer de sa balistique d'une part, et le droit à l'enrichissement, je veux dire, non militaire, à l'égal de tous les pays du monde. Et on ne voit pas pourquoi ils seraient bombardés simplement parce qu'ils veulent avoir le même droit que les autres, alors que Israël, de son côté, n'a jamais accepté aucune visite de contrôle de l'AIOA, par exemple. Mais une des solutions qui serait ouverte aux Américains, ça serait précisément non pas une attaque dans le dos des Américains faite par Israël, mais une attaque préalable d'Israël, ce qui permettrait de dire aux Américains, une fois que de laisser les Israéliens faire le premier sale boulot, je dirais. Parce que dans ce cas-là, je pense que si c'est Israël qui attaque, la réponse de l'Iran sera uniquement sur Israël et pas sur le reste de la région. Mais ça me paraît, dans les deux cas, un peu tiré par les cheveux et quand même très dangereux pour les États-Unis, pour les différentes raisons que j'expliquais. Mais oui, c'est possible, bien sûr, c'est possible. C'est pour ça qu'on est quand même sur un fil du rasoir important. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai appelé ça, dans une autre émission que j'ai faite avec une autre chaîne, États-Unis, Iran, suicide ou résurrection, parce que je pense que ça peut servir à Trump, ça peut être une opération vraiment suicidaire pour Trump, qui risque de perdre les midterms s'il y va, et ensuite de se faire accuser, ensuite de se faire invalider peut-être. Un impeachment, oui. Voilà, si ses ennemis reprennent de la force à partir de novembre, s'il perd, ou une résurrection pour lui, si jamais il trouve un accord avec les Iraniens qui ressemblerait plus ou moins à celui de 2015. Oui, mais qui, aux yeux des non-experts et amplifié par Trump comme il sait le faire, serait présenté par lui comme une victoire extraordinaire, comme la paix. Et si dans la foulée, après l'été, il arrête la couverture satellitaire en Ukraine en disant, voilà, donc là, il arrive au midterms avec, je dirais, les deux oreilles et la queue de tous ses adversaires, si je puis dire. Alors, cher François Martin, nous allons rappeler les références de notre émission et lire des messages qui arrivent déjà nombreux.
Voilà, nous allons nous identifier. Bonjour Monsieur Martin. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise qui est dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Monsieur François Martin, qui est géopoliticien, journaliste, essayiste et auteur de son dernier livre « Le chaos du monde, la France dans le chaos du monde ». Ce livre est paru tout récemment en février 2026 aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Le thème de cette émission aujourd'hui, c'est « Trump empêchera-t-il la guerre mondiale ?» Un certain nombre de questions sont déjà arrivées. Tout d'abord, un auditeur par téléphone qui pose une double question. Je vous les cite, Monsieur Martin. L'une est à vous directement. Mais de quel droit les Américains interviennent-ils en Iran ? Et d'autre part, la seconde question s'adresserait plutôt à Radio Courtoisie. D'autre part, pourquoi Radio Courtoisie ne parle jamais de la Palestine qui agonise sous les bombes ? Aucune compassion. C'est première question. Ensuite, j'ai un message que je vous lirai un petit peu plus long, si vous avez à répondre quelques mots sur cette première question. Oui, cette question est excellente. Et je l'ai dit d'ailleurs, de quel droit les États-Unis tapent-ils sur l'Iran comme ça, simplement parce qu'ils veulent changer de régime, parce que ça ne leur plaît pas qu'ils aient des missiles alors qu'en face, leur allié a la bombe atomique sans aucun contrôle. Et par ailleurs, donc oui, mais on n'est plus dans le droit depuis longtemps, hein, malheureusement. Donc il faut regarder les rapports de force quand c'est le cas. Et d'autre part, sur la Palestine, oui, je ne me suis jamais privé dans chacune de mes émissions, ici ou ailleurs, de parler de la Palestine. Donc, monsieur a absolument raison, on est absolument d'accord, voilà. Alors, il faut quand même noter une chose, c'est que la compassion qui est invoquée ici devrait normalement s'exercer sur bien des théâtres d'opérations et de massacres. Parce que la Palestine n'est que l'un d'eux. Bien sûr. En Afrique, entre la Somalie, le Congo, il y a des horreurs à très grande échelle. Ça n'intéresse quasiment pas les médias. Bien sûr, on est bien d'accord. Je ne manque pas d'en parler, et j'en parle en particulier dans mon livre, puisque l'essentiel de mon livre, c'est comment de faire une recension de l'ensemble des conflits du monde et de la façon dont Trump essaye de les traiter pour une raison particulière pour moi, c'est que, et on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, c'est que je pense qu'il a une vision globale du redressement des États-Unis qui passe par une certaine façon de lâcher l'ex-empire américain, un peu comme le général de Gaulle avait essayé de le faire dans son projet politique à partir de 1958. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard, oui. Cher Laurent. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a d'autres messages. Des messages arrivent, oui. Un auditeur très fidèle de nos émissions, son message, c'est « Un accord semble plus productif. Bonjour. Trump serait-il motivé à obtenir un accord avec l'Iran tout en donnant apparemment satisfaction à Israël, parce que son nom apparaîtrait dans les dossiers d'Epstein à propos de la gestion non classique de ses affaires, de comptes, où le chiffre d'affaires est confondu avec les bénéfices. S'il a envoyé 2 porte-avions au Moyen-Orient, il faut signaler que le plus récent, d'un coût de 13 milliards de dollars, envoyé en Méditerranée orientale, a dû retourner en Grèce car son système de toilette a fui, déversant des flots nauséabonds et engendrant un inconfort de vie à bord du navire. Il fallait attendre, paraît-il, dit-il, 45 minutes pour se rendre au lieu d'aisance. Oui. Les Chinois dépendent fortement du pétrole iranien et ont dépêché un navire de renseignement électronique escorté de 4 destroyers lance-missiles de dernière génération. Ils renseignent l'Iran et lui ont fourni des missiles anti-navires hypersoniques, mais aussi des radars pouvant détecter les avions furtifs. Tout cela rend l'aventure fort aisée.
Revenir à l'accord... Non, formalisé. Fort risqué, pardon. Fort oui, risqué. Fort risqué. Fort risqué, oui, Fort risqué, excusez-moi. C'était écrit tout petit. Revenir à l'accord demandé par les Iraniens prétendant abandonner tout projet de bombe serait plus productif pour les mi-termes qu'une défaite. L'affaire Epstein est aussi un contre-feu. Alors, moi, ce que je vais répondre simplement à ce monsieur, c'est que son analyse est tout à fait juste, sauf qu'il y a un élément qui doit rentrer en ligne de compte et qui ne précise pas, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de trouver entre les États-Unis et l'Iran un accord qui satisfasse Israël. Parce que le seul qui satisferait Israël, ce serait l'émasculation complète du système balistique avec des missiles qui ne dépassent pas 300 km. Et ça, les Iraniens ont déjà dit qu'ils ne voulaient même pas qu'on prononce le mot balistique dans leurs négociations actuelles. Donc, on peut, je pense, trouver, et c'est l'intérêt des États-Unis, comme je l'ai montré, l'intérêt aussi de l'Iran, trouver une solution à partir d'un tripatouillage, je dirais, autour du nucléaire, mais ça ne satisfera pas Israël. Donc, il ne peut y avoir derrière tout ça, si jamais paix il y a, qu'un divorce entre les États-Unis et Israël, enfin, ou la direction actuelle d'Israël, pour être plus précis. C'est ça que ce monsieur ne précise pas. Ce monsieur continue par un autre message qui vient d'arriver. Trump sous influence. Lors de son premier mandat, Trump avait aussi dépêché des forces navales et effectué des manœuvres importantes pour impressionner la Corée du Nord, ce qui n'a pas arrêté les essais nucléaires coréens. Tout s'est tassé. Les Coréens ont fermé un site d'essai exposé. Trump a dû bien accepter la réalité. La solution pour Trump n'est-elle pas de se débarrasser de Netanyahou? En aurait-il le moyen avec l'affaire Epstein? Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'en a pas les moyens. Sinon, je pense qu'il l'aurait fait. Et puis, on constate, je dirais que si, vis-à-vis de l'Iran, il semble se dessiner une certaine forme de différence ou de fracture ou même de trahison, c'est pas ce qu'on voit par ailleurs dans l'attitude de Trump vis-à-vis du gouvernement Netanyahou, puisqu'on sait qu'il vient d'autoriser, ce qui est quand même énorme, l'ouverture de consulats américains à l'intérieur des territoires occupés, au moment même où les Israéliens sont en train de mettre la pression pour chasser les Palestiniens, pour mettre la main sur la Cisjordanie d'une façon totalement éhontée. Donc, je dirais que si Trump voulait montrer qu'il veut qui veut se différencier de la politique israélienne, il s'y prendrait pas comme ça. Donc, ça reste assez erratique de la part de Trump. Alors, on me dira que pour l'instant, il n'y a qu'un seul consulat. Mais enfin, ouvrir des consulats au milieu à l'intérieur des colonies, c'est pas vraiment un signe de désapprobation de la part de Trump, hein, c'est sûr. Alors, voilà. Nous allons peut-être passer à Bobino. Un très court instant. Très bien, oui. Très bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci Claudia. Alors d'autres messages. Alors ce monsieur continuait. Une ou plusieurs des bombes anti-bunker américaines n'auraient pas explosé. Et le danger supposé permet à l'Iran de ne pas autoriser l'inspection des sites par l'Agence internationale des essais nucléaires. Car aucun protocole ne prévoit le cas d'un site bombardé. Les Américains craignent l'analyse des composants si l'affaire est réelle. C'est l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Oui, c'est ça. C'est l'AIEA. L'Agence internationale AIEA.
Oui, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je dirais que c'est possible, mais je dirais que ce n'est pas le sujet actuel, parce qu'on est en plein dans une situation de crise. Je dirais que si on sort de la crise par le haut et par un accord, ensuite il sera toujours le temps d'aller inspecter les sites. Et si la guerre se déclarait, l'inspection des sites ne sera pas non plus au menu, hein. Donc, ce monsieur a raison de dire ce qu'il est, mais je dirais que ça devient aujourd'hui un problème secondaire au regard de la crise qui est en cours, hein. Vous êtes d'accord, cher Laurent, je pense, hein. Oui. Alors, il y a d'autres messages. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, effectivement, cher François Martin, on voit que nous sommes, comme vous le dites, actuellement dans une situation critique, parce que on ne sait pas très très bien comment tout ça va finir, en fait. Mais je rappellerai simplement que Trump adore ce genre de situation, et les Iraniens aiment bien ça aussi, hein, ça. On a deux artistes de la crise, je dirais, l'un en regard de l'autre. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Et pour les deux, aucun ne souhaite vraiment intervenir à des conflits graves. On essaye de rester... Bien sûr. Ils n'ont pas l'intérêt ni l'un ni l'autre, c'est évident. Ben voilà. Mais alors, il y a parfois des situations qui ressemblent à ce qu'on appelle la quadrature du cercle, c'est-à-dire des situations, en fait, de crise qui ne trouvent leur solution que dans la guerre, enfin une solution, qui ne trouvent leur aboutissement que dans la guerre, disons. Parce que la solution de tout ça, évidemment, après, on est dans l'inconnu le plus complet. Et là, il y a eu une petite alerte hier ou avant-hier, quand Téhéran a dit on ne peut absolument pas accepter les conditions américaines. Alors, elles mettaient la barre très haut, hein, ces conditions américaines, puisque elles voulaient enrichissement nucléaire zéro, missilerie, pas de missiles, et abandon total du soutien aux proxys à ces proxys par l'Iran. Donc, Téhéran avait envoyé le message suivant, les conditions américaines sont trop drastiques, nous ne négocions plus. Et puis, un peu plus tard, finalement, Téhéran a adouci son attitude en disant « Bon, il faudrait que les Américains rabaissent leurs conditions. » Donc, sous-entendu, on continue à négocier quand même. Bon, alors il y a évidemment ce bras de fer entre Téhéran et Washington qui atteint, si je puis dire, à son paroxysme. Oui. Et la résultante de toutes les forces en jeu est très, très difficile, effectivement, à anticiper, parce que tout ça tient à souvent à de toutes petites... tout petit, vous savez, c'est le papillon qui déclenche la tornade. Hein, oui. Et souvent, tout cela tient à pas grand-chose. Mais néanmoins, voilà pour cette crise avec l'Iran. Et puis alors, il y a un autre dossier chaud, c'est l'Ukraine, avec la Russie. Oui. Alors là, les négociations américano-russes sont en quelque sorte en deux parties. Il y a la partie militaire qui est, manifestement, Poutine maintenant veut aller jusqu'au bout et prendre Odessa probablement parce que l'armée ukrainienne est à bout de souffle. Puis il y a la partie économique et financière, c'est-à-dire la levée des sanctions contre la Russie et la revitalisation économique russe par des puissants investissements américains, notamment dans l'offshore, dans l'extraction de pétrole dans Sibérie, etc. Puis la caverne d'Ali Baba, qui est la Russie, avec ses 170 millions de kilomètres carrés, c'est 17 millions de kilomètres carrés, bourrés de matières premières.
Alors, là aussi, voilà qu'une information est sortie récemment. Vous allez nous dire, François Martin, ce que vous en pensez. Les Britanniques essaieraient de donner aux Ukrainiens les éléments d'une bombe atomique. Et donc, les Britanniques seraient poussés au crime dans cette affaire et, au fond, anticiperaient la possibilité d'un effondrement de l'armée ukrainienne en donnant aux Ukrainiens un levier atomique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire crédit à cette information? Alors, je dirais qu'il faut faire crédit et pas crédit. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne pense pas que les Britanniques et les militaires en particulier soient assez fous pour se mettre dans une situation telle que, puisqu'ils devraient livrer les composants de façon à ce que les Ukrainiens montent la dite bombe sale et la fassent exploser quelque part en Russie, se mettre dans une situation où ensuite je dirais les experts russes reconnaissent des pièces britanniques dedans et donc tirent directement sur le Royaume-Uni. Il faut juste expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'une bombe sale, c'est pas une explosion thermonucléaire, c'est une explosion avec un détonateur classique qui disperse dans l'atmosphère une poudre radioactive qui peut être une poudre radioactive, c'est ça la bombe sale. Et qui peut faire beaucoup de dégâts. Ça fait des contaminations radiologiques, ça fait mourir pas mal de monde, et puis alors ça a un effet psychologique extrêmement important, puisqu'évidemment, les contaminations radiologiques ne sont pas visibles à l'œil nu, mais les gens tombent malades sur une échelle plus ou moins grande, et en général, ça installe une psychose dans les populations. Enfin, c'est de nature à installer une psychose dans les populations, plus exactement. C'est ça une bombe sale. Tout à fait. Donc, moi, je ne pense pas tellement que l'objectif des Britanniques, ça soit effectivement de pousser ce projet jusqu'au bout. Par contre, le fait de le dire, évidemment, sera susceptible de polluer les relations, et si possible gravement, entre les Russes d'une part et le camp occidental, incluant les Américains, d'autre part, de façon à empêcher que le rapprochement russo-américain se fasse. C'est ça leur objectif. Ah oui. Et c'est l'objectif des 90 milliards qui font l'objet d'une grosse bagarre au sein de l'Europe avec ce qu'on a vu des Hongrois et des Slovaques qui mettent leur veto, de Van der Leyen qui essaye de passer par-dessus le veto, la pression qui est faite actuellement par Zelensky qui refuse de livrer le carburant que les Slovaques ont payé, quitte à ne pas recevoir d'électricité en regard. Enfin, il y a une grosse bagarre autour de ces 90 milliards, puisque ça donnerait à Zelensky la possibilité de continuer la guerre pendant un certain nombre de mois supplémentaires. Donc, on voit bien que tout ça s'inscrit de la part de l'Europe dans une stratégie que j'ai déjà décrite, qui consiste à mettre un maximum de peau de banane à Trump, puisque en fait, on ne peut pas dire que Poutine soit véritablement aujourd'hui un adversaire des Européens. Par contre, il est certain que par rapport à ce que représentent les Européens aujourd'hui sur le plan civilisationnel, culturel, les Américains ont clairement dit, par la voix de Trump et par la voix de J.D. Vance en particulier, que ces Européens sont des ennemis des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains ont dit dans le document de sécurité nationale qu'ils avaient absolument besoin de l'Europe, mais pas de cette Europe-là. Donc, je pense que Trump et son administration vont faire ce qu'ils peuvent pour faire exploser l'Europe de Bruxelles. Donc, l'Europe de Bruxelles se défend, et elle se défend
si possible en faisant en sorte que Trump ne puisse pas arrêter le conflit et que, si possible, il perde les élections de mi-mandat, auquel cas on verra le retour des amis démocrates progressistes, LGBTistes, etc., etc. Voilà. C'est Oui, ça, oui. c'est ça. C'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut il faut pas regarder vers la Russie, il faut regarder vers les États-Unis. Quand on se demande pourquoi les Européens font des choses aussi stupides. Mais alors, Voilà. quelle, C'est mon interprétation, en tout oui, cas. oui, Voilà. oui, tout à fait. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation en Ukraine? À la fois la situation militaire et puis l'état d'esprit de la population ukrainienne. Est-ce que l'on est Alors, dans une situation comparable à celle de l'Allemagne de novembre 1918, tel que le général de Gaulle l'avait analysé dans La discorde chez l'ennemi, c'est-à-dire un effondrement du moral de la nation allemande, une espèce de trou d'air subit, et qui avait fasciné de Gaulle d'ailleurs, le jeune de Gaulle de l'époque, le jeune officier oui, de oui, l'époque. oui, oui. Alors, moi, je pense que les négociations qui ont lieu à Abu Dhabi et qui ont lieu à Genève sont, je vais dire les choses, à la fois utiles et pas utiles. C'est-à-dire, elles sont utiles, mais elles ne sont pas décisives. Pourquoi? Parce que elles participent d'un climat de rapprochement, de négociation qui de toute façon est bon. C'est l'image que j'ai prise en disant qu'on était dans un processus de mûrissement de bananes où Trump a eu le mérite de mettre l'ensemble des acteurs dans une espèce de mûrissoir. Mais quand on rentre des bananes vertes pleines d'amidon, dures et immangeables d'un côté, et qui ressort des bananes pleines de sucre, jaunes et délicieuses de l'autre, entre les deux, il y a un processus où les bananes ne sont pas vertes, mais elles ne sont pas jaunes non plus. Elles sont entre les deux. On est dans un processus de mûrissement actuellement. Alors, dans ce sens, je pense que les négociations sont bonnes, elles sont utiles, ça permet de rapprocher, ça permet de discuter un certain nombre de points mineurs, mais pour autant, je pense qu'elles ne peuvent pas être décisives parce qu'aucune des véritables raisons qui permettent de débloquer la situation, et j'en vois trois, n'est aujourd'hui accomplie. La première, c'est les objectifs finaux des Russes qui doivent à tout le moins, même s'ils décident de ne pas aller à Odessa, parce que moi je pense qu'ils ont plutôt intérêt à y aller, parce qu'ils n'ont pas confiance de toute façon dans la capacité des Européens à, je dirais, à tenir leurs engagements. Donc, je pense qu'ils décideront par prudence d'aller jusqu'à Odessa, mais à supposer qu'ils soient prêts à sacrifier la Novorossia et Odessa à une levée des sanctions et une reconnaissance véritable et à un plan, une paix avec les Américains. En tout cas, il leur faut Slaviansk et Kramatorsk pour compléter leur conquête du Donbass. Et ça, tant qu'ils ne l'ont pas, à mon avis, ils feront semblant de négocier, mais ils ne négocieront pas. Donc, ce point-là, c'est-à-dire l'obtention des objectifs minimums par les Russes sur le plan militaire n'est pas obtenue. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est Zelensky. Parce que même s'il ne l'a pas encore, Zelensky a un gros poisson de 90 milliards de dollars au bout de la ligne. On sait très bien qu'il est tenu par ses lobbies et par ses copains et les mafias qui sont autour de lui, dans un des pays les plus corrompus de la planète, et qu'eux, ils attendent évidemment qu'ils reçoivent ces 90 milliards et qu'ils leur en distribuent une bonne partie, surtout si c'est la dernière levée de poker avant la chute. Donc, Zelensky, il est certainement pas prêt à lâcher tant qu'il ne sait pas s'il va avoir ses 90 milliards ou non. Donc, le deuxième élément, c'est-à-dire Zelensky,
il n'est pas décidé, certainement pas. Et le troisième qui n'est pas décidé, c'est Trump, parce que Trump voudrait aujourd'hui, dans la mesure où il est tenu en partie par ces anti-russes primaires et viscéraux, ou par les marchands de canons, ou par les financiers qui gagnent de l'argent avec cette guerre, il préférait que ça soit Zelensky qui aille à Canossa, en l'occurrence à Moscou, pour dire ok, j'accepte de lâcher le Donbass, etc. Ce que Zelensky ne fait pas du tout pour l'instant. Donc Trump, je dirais qu'il est peut-être trop tôt pour que Trump prenne la décision lui-même d'aller fermer les Starlink, par exemple. Les Starlink qui régleraient le problème en 24 heures. Oui. Je pense que les anti-russes lui ont dit non, c'est pas à toi de le faire, c'est à Zelensky d'y aller. Donc Zelensky n'y va pas, donc t'attends. Et lui, pour son image, ça serait mieux parce que ça lui permettrait de garder son image de monsieur Bons Office qui est là et qui règle les conflits des autres, alors qu'il est ni plus ni moins que l'un des deux belligérants, les Ukrainiens n'étant que le proxy, en fait, dans cette réalité. Donc, aucune des conditions n'est réunie, donc je dirais que tout le monde fait semblant. Trump fait semblant parce qu'il sait que l'agenda, c'est les Russes qui l'ont. Zelensky fait semblant parce qu'il ne veut pas dire « Ah, je ne veux pas », donc il fait semblant de négocier, mais en fait, il ne veut pas. Et même Poutine fait semblant aussi, parce que Poutine ne veut pas mettre Trump véritablement en culotte courte, donc il fait semblant de dire « Ok, on négocie », alors que tout le monde sait qu'on commencera véritablement à parler de négociations sérieuses lorsque les Russes auront conquis tout ce qui les intéresse. Voilà. Oui. Voilà, je dirais... Voilà. Alors, d'autres messages. Oui, notre auditeur de tout à l'heure réintervient avec un message qu'il intitule « Macron et Starmer volontaires pour la vitrification ». Il dit ceci: « N'est-il pas encore plus préoccupant d'apprendre que Macron et Starmer se prépareraient à fournir à Zelensky des têtes nucléaires sous prétexte de renforcer sa position dans les négociations avec une Russie que ces deux génies considèrent dans leur rêve artificiel comme vaincus ?» Je crois que j'ai déjà répondu en disant que ça ne les intéresse certainement pas de le faire, mais ça les intéresse certainement de le dire. Voilà. Donc j'ai répondu. Oui, d'autres messages. D'autres messages. Oui, alors une auditrice... par téléphone, les Américains n'ont pas respecté les accords de Minsk par lesquels l'OTAN ne devrait pas s'approcher des frontières russes. Un autre auditeur, ma facture de gaz a doublé, est-ce que je dois cela aux Américains? Questions très diverses. Alors attendez, est-ce que vous voulez que je réponde d'abord à ces deux questions peut-être? Oui, allez-y. Oui. Alors, rappelez-moi la première, peut-être. La première... Oui, les accords de Minsk. Minsk, oui, c'est ça. Alors, bon, je dirais que ce n'est pas simplement les Américains qui n'ont pas respecté les accords de Minsk, c'est les uns et les autres. Et que ces accords ne concernent pas le rapprochement des Américains de mémoire des frontières russes. Ce n'était pas ça, les accords de Minsk. Minsk 1 et Minsk 2, ce n'était pas ça. C'était... en fait, l'autonomisation du Donbass après 2014 et la prise de distance et la sécession du Donbass, les Russes étaient intervenus avec l'Ukraine et avec des garants qui n'étaient pas les Américains de mémoire d'ailleurs. C'était les Français et les Allemands notamment. Les Français et les Allemands. De façon à garantir une autonomie du Donbass pour faire cesser la guerre civile. C'était ça. Et il y avait dedans, d'ailleurs, la démilitarisation, la dénazification, il y avait un certain nombre d'éléments comme ça, et la garantie que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Et Angela Merkel et François Hollande, après coup, ont dit... En fait, on a fait ces accords pour faire gagner du temps à l'armée ukrainienne pour qu'elle s'étoffe, qu'elle se renforce et qu'elle soit prête au combat. D'une façon extrêmement forte d'ailleurs. Et on remarquera que ces accords sont de 2014 et de 2015. Et quand on dit que
Poutine est un conquérant avec le couteau entre les dents. On se demande pourquoi, alors qu'il pouvait rentrer dans le chou de l'Ukraine à ce moment-là, en 2014 et 2015, il a attendu 2022 pour le faire. Donc c'est évident qu'il a cherché à trouver un accord qui n'aurait pas provoqué le fait que ces oblasts du Donbass auraient quitté le giron ukrainien, mais auraient été dans un système fédéral, si on peut dire, mais qu'ils ont attendu 2022 pour que une votation ait lieu et que donc ils demandent leur rattachement à la Russie, ce que la Russie a accepté. Donc en fait, on n'est pas dans. Je pense que cette personne confond ceci avec la période de 91 et avec les négociations qui avaient eu lieu à l'époque de Gorbatchev entre le secrétaire d'État américain James Baker, où effectivement ils avaient promis de ne pas se rapprocher de la frontière russe, ce qu'ils ont fait ensuite allègrement en intégrant... et qui est vraiment à la source du malentendu entre l'Occident et la Russie. Ben, en plus, et je ne refais pas l'histoire, mais Poutine avait, après, dans un premier temps, avait voulu participer à l'OTAN, ce qui lui a été refusé, avait, en 2007 et 2008, fait plusieurs discours en disant les lignes rouges à ne pas franchir, c'est la Géorgie et l'Ukraine. Et il y a eu la Géorgie en 2008, c'est ça, 2008, où l'OTAN a essayé ont essayé sans y réussir, croyant que la Russie ne répondrait pas. Et ensuite, en 2014, où la Russie n'a pas répondu, sauf pour la Crimée, où là, on sait que ce n'est pas la Russie qui a conquis la Crimée de force, mais c'est les soldats ukrainiens qui étaient en Crimée, qui ont pris fait et cause pour la Crimée. La Crimée a repris son indépendance qu'elle avait eue au moment de la chute du mur et de la suppression de... la Crimée, à l'époque, avait négocié avec le Parlement ukrainien pour rejoindre l'Ukraine, et là, la Crimée a repris son indépendance et a demandé son rattachement à la Russie. Donc, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de reprise de force de la Crimée par l'armée russe. Ce n'est pas vrai. Il faut d'ailleurs préciser pour l'auditeur qui se plaint du prix de l'énergie que l'explosion des gazoducs Nord Stream est à l'évidence attribuable aux Américains, avec éventuellement l'aide des Anglais, surtout des Norvégiens. Mais principalement les Américains. Je dirais que c'est le secret de Polichinelle dans les services de renseignement. Oui. Mais je rajouterais à ce que tu dis, mon cher ami, qu'il existe un discours de Poutine qui est extrêmement intéressant, qui date du début de la guerre, et qui fait écho d'ailleurs à un livre. Il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits par mon ami Fabien Bouglet, qui est un spécialiste des questions de l'énergie, et qui montre que le problème de l'énergie en Europe, il est bien antérieur en fait à la guerre d'Ukraine. Il a été, je pense, exacerbé par la guerre d'Ukraine, mais il n'est pas causé par la guerre d'Ukraine, mais par le fait que l'Allemagne a volontairement détruit son potentiel nucléaire et qu'elle s'est lancée vers ce qu'on appelle l'énergie Winde, et que donc elle a, au moment même où l'Europe était en phase de croissance, elle s'est mise dans une situation où l'ensemble de l'Europe a été en déficit d'énergie. Donc c'est une faute majeure de l'Allemagne qui a provoqué la situation dans laquelle est toute l'Europe aujourd'hui. Alors la suite, ça a été la guerre d'Ukraine, ça a été la
l'arrêt du gaz russe et le gaz américain, qui, on le sait, est beaucoup plus cher. Mais la situation, la faiblesse de l'Europe dans ce domaine-là, elle est antérieure à la guerre d'Ukraine, en fait. Oui. Je pourrais retrouver les éléments, mais si ce monsieur est intéressé, et Poutine l'a dit dans un discours au début, il a dit, attendez, c'est pas moi le problème c'est vous, vous avez flanqué par terre votre propre politique énergétique, et il avait raison. Bien sûr. Et d'ailleurs, Macron lui-même avait, et avant lui d'ailleurs, c'est Hollande, je crois, avait dit, mais commencez par essayer de fermer des centrales nucléaires françaises, et puis devant le choc énergétique, voilà qu'il a fait marche arrière, mais enfin, non sans dommage, quand même. Un petit peu tard, bien sûr. Et alors, on n'en est pas encore sorti. Oui. C'est la politique des Verts qui est la cause du problème européen, c'est pas la guerre. Oui. Évidemment, la guerre amplifiée. Oui. Et il y a d'autres messages. Oui, ce monsieur de tout à l'heure revient. Boris Johnson, le diable fou, intitule-t-il cela. Boris Johnson vient de visiter Kiev et a déclaré qu'il fallait envoyer des troupes offensives pour ouvrir l'aéroport. De même, il faut rouvrir l'aéroport international Boryspil à Kiev, sans doute pour recommencer l'opération MH17, une sorte de Lusitania bis, la destruction d'un appareil civil européen qui justifierait une guerre directe. On peut ajouter que le drone à réaction de fabrication anglaise mais prétendu ukrainien qui a frappé en profondeur une usine russe fabriquant des moteurs de fusée confirme, avec les propos du chef de renseignement militaire ukrainien, disant que la Russie doit être démantelée et payer la reconstruction de l'Ukraine. Confirme, s'il en était besoin, que la Russie est obligée d'anéantir le régime ukrainien dans sa guerre d'usure et de reprendre l'ensemble du territoire ukrainien, qui redeviendrait ce qui était historiquement la petite Russie. C'est une question de sécurité pour la Russie, dit-il. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est dans le rêve, dans ce genre de choses. Aujourd'hui, la situation du front n'est pas du tout celle-là. La situation géopolitique n'est pas du tout celle-là. L'armée ukrainienne est en train de se débander. On compte 20 000 désertions par mois. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse, à un moment donné, faire sauter un dépôt d'essence ou même une usine. Mais je ne pense pas que c'est ça qui changera véritablement la guerre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un peu... Évidemment que... Il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est un peu des... C'est des réflexions un peu d'arrière-garde, je dirais. Enfin, peut-être pas d'arrière-garde, parce que tout est possible dans la guerre, bien entendu, mais je ne pense pas que c'est ça qui est... Ce qui est probable, à mon avis, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire, c'est, comme l'a dit Laurent Arthur du Plessis tout à l'heure, c'est l'effondrement de l'armée ukrainienne et plutôt la poussée des Russes, ils ont envie d'y aller jusqu'à Odessa. C'est ça qui me paraît probable. L'armée ukrainienne à bout de souffle, effectivement. Bien sûr. Un autre message. Un espion vient d'arriver. Un autre message. Espion, voilà. L'espion vient d'arriver. Voilà. Non. Un message de Jérôme. Il n'est pas espion pour autant. Bonjour. On a vu pendant les années 2010-2020 Bernard-Henri Lévy influencer les Ukrainiens contre la Russie et Glucksmann faire pareil en Géorgie et Arménie. Ne sont-ils pas des espions influenceurs pour diviser les peuples et les pays afin de diminuer l'influence de la Russie sur les pays limitrophes ? Oui, bien sûr, c'est évident, ils jouent ce rôle-là, mais là aussi, je pense qu'on n'est plus... Ce qu'on essaye de montrer, je pense, depuis le début avec Laurent Arthur du Plessis, c'est qu'on n'est plus tellement dans cette configuration-là aujourd'hui. On est dans une configuration où les BRICS prennent de plus en plus d'importance, on est dans une puissance déclinante américaine, on est dans une Europe qui est prise entre la poire et le fromage, qui essaye de choisir entre je dirais, le capitaine du Titanic pendant que le bateau coule, ou bien est-ce qu'on descend dans les barques et qu'on essaye de sauver. Enfin, on est dans une configuration comme ça, à mon avis. Oui.
BHL, je dirais qu'il a un pied dans les poubelles de l'histoire, je dirais. Oui. Et Glucksmann aussi. Oui. Voilà. Oui. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurent. Je suis tout à fait de cet avis. Moi, je redoute une chose simplement, c'est que le MI6 prépare ou essaye de faire un coup tordu, comme on dit dans les services de renseignement, pour attiser les feux de la guerre entre l'Occident et la Russie, c'est-à-dire Bien sûr. saboter une centrale nucléaire, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions? Combien de temps il nous reste là? Une Il dizaine nous de reste minutes 11 minutes. Voilà, si on veut un peu parler d'autre chose, je Oui. crois qu'il faut qu'on finisse un peu. Alors, de quoi voulez-vous parler maintenant? Je crois qu'il faut parler un peu de la vision de Trump, il faut parler du discours sur l'état de l'Union qui est important, il faut parler des priorités de Trump, c'est ça dont il faut parler. Eh bien, dites. Eh bien, voilà. Alors, d'abord, moi, je suis persuadé que Trump est un pragmatique et je suis persuadé qu'il a aujourd'hui une idée en tête. Il a d'ailleurs dit, et une seule idée, c'est de gagner ces élections de mi-mandat. Oui. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'il serait invalidé par ses ennemis, qu'il serait impeach si jamais il perdait les élections de mi-mandat. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça vise à resserrer autour de lui ses aides. Et une autre chose, c'est d'arriver à convaincre, je dirais, les indécis. Alors, on entend dire à cause de ça qu'il est en train de perdre dans les sondages. Enfin, c'est ce qu'on entend ici ou là. Avec, j'ai vu ça hier, deux courbes. Une courbe où il descend, qui sont les partisans, et une autre courbe avec ceux qui montent, qui sont ceux qui désapprouvent. Alors, je suis tout à fait sidéré parce que je ne vois pas les indécis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la propagande anti-trumpiste a mis simplement les indécis dans les noms. Mais c'est mensonger, ça. Il y a, je crois, de l'ordre de 20% d'indécis, d'une part, et d'autre part, un journaliste qui commentait ça a dit, et pour une fois, il a été honnête, qu'en fait, Trump était descendu dans ses soutiens de 50% à 40%, mais que Biden, à la même époque, et je pense qu'il faudrait regarder les autres avant lui, sauf Reagan, qui est le seul, je crois, qui a gagné les midterms, avait une baisse de leur popularité qui était beaucoup plus importante que celle de Trump. Oui. Et si on regarde la réalité, c'est que les choses se passent sur le plan intérieur, beaucoup plus que sur le plan extérieur. Et il est important, je pense, pour les MAGA, que Trump donne l'impression qu'il montre qu'il s'occupe d'eux et donc qu'il ne passe pas tout son temps sur les conflits extérieurs, raison pour laquelle ses ennemis, et en particulier les ennemis occidentaux, essayent de l'empêcher de résoudre les conflits pour qu'il ne puisse pas se présenter comme quelqu'un qui a résolu les conflits, qui s'occupe des Américains. Mais toujours est-il que, si on regarde les principaux vecteurs, les principaux signes, je crois que la croissance du PIB cette année n'est pas mauvaise, me semble-t-il. Elle est de quoi? De 2 à 3%, quelque chose comme ça. Oui, le problème, c'est le pouvoir d'achat, quoi. Alors, ça, c'est une chose. D'autre part, il a tenu l'inflation, c'est-à-dire quand on dit l'inflation est en train de repartir, c'est faux. Alors, elle avait commencé à baisser avant qu'il prenne le pouvoir, donc il ne peut pas dire que c'est grâce à lui que l'inflation a baissé, comme il a dit dans son discours sur l'état de l'Union, mais en tout cas, il ne l'a pas fait repartir. Et un élément très important, c'est que l'industrie est en train de repartir aussi parce qu'il fait en sorte qu'on investisse dans son pays, il met des droits de douane, etc., etc. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'autre volet de sa politique, c'est-à-dire en ce qui concerne l'immigration, on essaye d'en faire un espèce de fasciste, etc. Mais je rappelle que les États avec lesquels il y a des problèmes sont les États qui refusent de livrer les clandestins. C'est ça le problème qui se pose. C'est pas la faute de ICE, c'est pas la faute de Trump. ICE
donc la milice, ou je sais pas, la police fédérale qui est chargée de chasser des clandestins, celui pour lequel elle a le plus travaillé, c'est Obama. Obama a chassé pendant ses mandats 3 millions de personnes qu'il a renvoyées. Je ne me souviens pas qu'on ait dit à l'époque qu'il y avait eu des émeutes, etc., à l'époque d'Obama. Pourquoi ? Parce que les États démocrates à l'époque ont livré sans problème des clandestins à Obama pour qu'il les renvoie. Donc aujourd'hui, c'est pas que ICE, on essaye de faire un amalgame entre Trump et ICE, mais le problème ne vient pas de là. Le problème vient des États. Je crois que c'est le Minnesota et d'autres États qui sont des États démocrates qui détournent l'argent qui est payé pour s'occuper des migrants et qui ne veulent pas renvoyer les migrants et les donner à la police. C'est ça le problème. Mais l'autre volet de ça, c'est que la rentrée des migrants, je rappelle que Biden a fait rentrer 10 millions de migrants pendant sa présidence, qu'il n'y a pratiquement plus de migrants qui rentrent. Donc, la question du pouvoir d'achat étant mise de côté, et je suis d'accord qu'elle est importante, aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire que le bilan de Trump est mauvais par rapport à ses futures élections de mi-mandat. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même, parce qu'il y a beaucoup de désinformation et de mensonges là-dessus, tant sur l'immigration que sur les résultats de sa politique, en fait. Sa politique n'est pas si mauvaise que ça. Ben, c'est là où on voit que si Trump est obligé de faire la guerre contre l'Iran, c'est là où il risque de trébucher sévèrement au mi-terme. Mais je suis bien d'accord. Mais alors, et je viens à son discours sur l'état de l'Union, bon, visiblement, son discours sur l'état de l'Union n'était pas un discours qui était fait du tout pour justifier la politique de l'Amérique. C'était un discours, comme Trump sait très bien le faire, qui était un discours propagandiste, qui était fait pour essayer de convaincre les 20% les 20% d'indécis, en fait. C'est ça son affaire. Et moi, je pense que, tu sais, Trump est un type qu'on a essayé d'enterrer 1 milliard de fois, et chaque fois, il est sorti de la tombe au moment où on était en train de la refermer en disant « je suis vainqueur ». Voilà. Il l'a fait, je ne sais pas combien de fois, à l'occasion de ses procès, à l'occasion de ses présidentielles, etc., etc. Moi, je n'exclus pas du tout qu'il trouve un accord avec l'Iran et qu'ensuite, en septembre, il dit « ça y est, j'ai un accord avec les Russes, on a fermé la couverture satellitaire, on a un accord avec les Russes, la guerre est finie, vive moi », et qu'il gagne ses midterms. Hein. Ça fera taire, ça sera un grand choc. Comme dit la phrase, on te croit perdu, jamais tu n'as été aussi fort. Oui, c'est ça un peu la situation. Et moi, je n'exclus pas ça. Oui. Et je verrai assez bien Trump annoncer ça entre maintenant et le début de l'automne. Alors, oui. c'est l'hypothèse optimiste. Exact. Et souhaitons que ce soit la bonne. Souhaitons. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de parler du projet de Trump ou est-ce qu'on très vite, il reste 2 minutes 50. Alors, je développe un aspect dans mon livre où je dis Trump, nouveau De Gaulle, point d'interrogation. Il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Et ça, c'est une réflexion qui m'est venue du grand théoricien Mearsheimer, qui dit que l'un des problèmes dans le cas du piège de Thucydide, c'est que celui qui se fait, le numéro 1 qui se fait attaquer par le numéro 2, en général, essaye de dépenser pour essayer de conserver ses prérogatives impériales, et que faisant ça, il s'affaiblit de plus en plus parce qu'il doit restaurer sa force intérieure, c'est-à-dire le commerce, la formation, etc., etc. Or, Trump se trouve, comme De Gaulle était à l'époque, avec
deux populations contradictoires, l'une qui sont les personnes modestes, plutôt populaires, qui s'inquiètent de la dégradation de l'Empire à cause de leur mode de vie, d'une part l'appauvrissement aux États-Unis et à l'époque la guerre d'Algérie, et d'autre part des gens qui sont je dirais des nostalgiques de la puissance passée qui veulent qu'ils fassent la guerre. Et si Trump veut se redresser, comme De Gaulle l'a fait à l'époque, il faut qu'il trahisse les nostalgiques pour reconstruire l'Empire sous une forme nouvelle qui soit plus sous une forme en lâchant des parties de l'Empire et en reconstruisant son propre pays de l'intérieur. Et je pense que c'est ce que Trump essaye aujourd'hui de faire. En tout cas, j'en ai l'impression. Voilà. Eh bien, cher François Martin, ce sera le mot de la fin. Et je rappelle le titre de votre excellent livre, Le chaos du monde, la France dans le chaos du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui vient de paraître et qui est votre dernier livre. Dernier livre en date. Voilà. Et le quatrième sortira vers la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et ça sera sur la France. C'est-à-dire, après avoir consacré 3 livres à parler du monde, il faudra consacrer un livre à dire comment la France peut s'en sortir dans ce nouveau monde passionnant qui se dessine. Et nous ferons d'autres émissions. Merci, Monsieur Martin. Merci à Martine pour la prise des nombreux messages et merci à Claudia pour la réalisation de cette émission. Au revoir, chers auditeurs.